Bonjour et bienvenue. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Colette Brackman, grande reporter et spécialiste de l'Afrique centrale, qui a longtemps collaboré avec le quotidien belge Le Soir. Depuis le milieu des années 90, la région des Grands Lacs, englobant la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, a été le théâtre de conflits d'une ampleur tragique. Selon plusieurs estimations, les conflits en RDC depuis les années 90, notamment les deux guerres du Congo, et les violences prolongées dans l'Est auraient causé la mort de plus de 5 millions de personnes, dont une majorité de décès indirects liés à la situation humanitaire catastrophique. Aujourd'hui encore, l'Est du Congo reste instable. Depuis la fin janvier 2025, les tensions ont de nouveau explosé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le mouvement rebelle M23, soutenu par Kigali, a repris l'offensive dans l'Est du Congo, prenant le contrôle de Goma et Bukavu, deux villes stratégiques du Kivu. Longtemps divisée, l'Union européenne a fini par sanctionner le Rwanda, tandis que Paul Kagame a rompu les relations diplomatiques avec la Belgique. La France, désormais plus proche de Kigali, tente de maintenir un équilibre délicat. Cependant, une lueur d'espoir est apparue. Le 19 janvier 2025, après plus de 3 mois de négociations menées à Doha sous médiation qatarienne, Kinshasa et la FCM 23 ont signé une déclaration de principe en vue d'un cessez-le-feu permanent. Ce texte prévoit notamment un mécanisme pour restaurer l'autorité de l'État dans les zones concernées et amorce une dynamique vers un accord de paix plus global. Avant d'en arriver à la situation actuelle, revenons à la période précoloniale. Avant l'arrivée des puissances coloniales, justement, quel type de structure politique, sociale et économique dominait dans la région des Grands Lacs? Mais voilà, d'abord, il faut faire la différence entre le Congo, le Oui, Rwanda et le Burundi. Et il faut se rappeler que les grands explorateurs de l'époque, comme Stanley, ne sont pas allés au Rwanda et au Burundi parce qu'ils ont monté leurs expéditions au départ de l'océan Indien. Et là, les informateurs qui étaient des Arabes esclavagistes leur disaient qu'ils faisaient un détour, qu'ils ne voulaient pas pénétrer dans ce royaume montagneux parce que, disaient-ils, les habitants sont particulièrement hostiles aux arrivées d'étrangers, hostiles, guerriers et tout. Et donc, ces royaumes des Grands Lacs, le Bouganda en Ouganda, le Rwanda, le Burundi, étaient restés imperméables aux invasions étrangères, n'avaient pas été soumis à l'esclavage et ils avaient gardé leur unité culturelle et politique depuis des siècles. L'histoire peut remonter jusqu'au 11e, 12e siècle. Ils ont gardé cette unité. Et donc, dans le siège lorsque Stanley est allé, il a fait un détour pour ne pas entrer dans ces royaumes des Grands Lacs. Et ce sont finalement les Allemands qui sont arrivés les premiers, qui ont brisé, si vous voulez, la frontière et qui ont eu contact avec le Mwami, le roi du Rwanda, et qui ont établi des liens qui n'étaient pas vraiment une colonisation, c'était plutôt un contrôle politique, et ça faisait partie de l'Afrique allemande. Alors, à la fin de la guerre de 14-18, l'Allemagne a perdu la guerre et il y a eu une espèce de remodelage de l'Afrique. On se souvient de la conférence de Berlin, des frontières du Congo qui avaient été tracées, et la Belgique a obtenu la tutelle, une espèce de tutelle sur les anciennes colonies allemandes, le Rwanda et le Burundi. Et donc là, elle a eu la main libre, si vous voulez, pour remodeler ces pays, pour qu'on s'attaquer à ce qu'elle appelait les nobles, enfin réduire leur pouvoir, et même si ce n'était qu'une tutelle surveillée par la Société des Nations, faire bien œuvre de colonisateur. Hmm. Et certains analystes pensent que des tensions actuelles c'est- remontent à des dynamiques précoloniales. Donc, pas toutes, mais certaines causes pourraient revenir à des dynamiques précoloniales. Est-ce que vous partagez cet avis? Mais en partie, parce que c'est-à-dire qu'on est dans une période qui n'a rien à voir avec les frontières telles qu'elles sont définies en Europe. Ce sont des royaumes qu'on pourrait dire, c'est difficile de comparer, mais féodaux. Féodaux, c'est-à-dire qui entretiennent, où
le souverain, les Moamis, entretiennent des liens personnels avec des familles, des personnes. C'est une sorte de hiérarchie militaire, de noblesse, de gens apparentés, de gens qui sont considérés comme des alliés. Et donc, il y a des liens, il y a des échanges économiques. Par exemple, il y a des familles qui sont apparentées, si vous voulez, aux Moamis du Rwanda, qui vivent en ce qui aujourd'hui est le territoire congolais, mais qui pouvaient envoyer leurs fils faire le récollage dans la cour du Moimi pour apprendre les bonnes manières, la langue, la culture, les manières de cour. C'est un peu comme en Europe au temps du Moyen Âge, et aussi développer des relations économiques ou de solidarité. Mais ce n'était pas une division géographique. Il n'y avait pas une ligne qui séparait les deux. C'est la colonisation européenne qui est arrivée et qui a commencé à baliser, à tracer des lignes de séparation des territoires des séparations physiques de territoires entre des gens qui avaient des liens entre eux, des liens qui pouvaient être conflictuels d'ailleurs, parce que le Moimi, les Moimis, les féodaux pouvaient exiger des impôts de la part de populations qui leur étaient en principe soumises ou alliées, mais en demandant des impôts, ils pouvaient s'attirer des animosités. Oui, il pouvait y avoir des guerres aussi, des extensions de territoire, des oppositions. Ça n'était pas nécessairement un royaume, c'est pas nécessairement des royaumes pacifiques, tranquilles, où tout le monde s'aimait. Mais en tout cas, ce n'était pas la configuration telle qu'elle a été imposée par le colonisateur. Hmm. Alors justement, alors peut-être juste avant, est-ce que oserais-je vous demander de baisser un tout petit peu la caméra? Attendez, Ah ouais, parfait. Merci. comme ça, Euh, voilà. non, encore un petit peu. Comment? Parce que là, ça coupe ici. Voilà. Là, ça remonte. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va bien. Voilà. Euh, alors justement, vous avez dit comment la colonisation belge a-t-elle transformé ces équilibres identitaires, sociaux de la région que vous avez commencé à aborder? Mais donc, la colonisation, d'abord les Allemands, et puis qui ont voulu instaurer un ordre administratif, mais qui ne touchait pas aux structures de la société. Et puis les Belges ont voulu imposer leur vision des choses. Et c'est là que la situation se complique. Les Belges ont le même regard sur le Rwanda et le Burundi que ce qu'ils avaient au Congo, et un regard qui est en vogue à l'époque, celui de peuples jugé supérieur. C'est l'époque où la science, comment on appelle ça, ça porte un nom, la science mesure les crânes, mesure la taille, juge les gens d'après leur aspect physique. Et les Belges concluent que les Tutsis, qui sont grands et lancés, qui ont un autre aspect physique que les Hutus, sont nécessairement des gens venus d'ailleurs, d'une autre origine, que ce sont des gens qui seraient descendus des royaumes nilotiques, qui seraient venus d'Abyssinie, qui seraient descendus vers l'Afrique centrale et qui auraient conquis les peuples locaux, si vous voulez, qui étaient des Hutus, des Bantous qui ont le même physique que leur qu'avaient le même physique que les Congolais. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, parce que vous avez au Congo aussi des gens qui ont une allure grande, élancée, qu'on appellera des nilotiques. Nilotique, ça veut dire censé être venu du Nil et d'Abyssinie. Mais ça introduit une notion de différence, une notion d'origine différente, sinon de domination, et surtout une notion d'extranéité. Les nouveaux, ces gens-là sont considérés comme des étrangers, et donc les Hutus, considérés comme des Bantous, sont qualifiés par les Belges d'originaires, d'habitants locaux qui ont toujours habité dans la région et qui ont été dominés par des étrangers. Et nul ne s'avise à démontrer que les étrangers en question sont peut-être présents dans la région depuis le 11e ou le 12e siècle, ce qui donne quand même une légitimité, une antériorité à leur présence. Mais à l'époque, les Belges qui essaient de classifier et qui n'aiment pas beaucoup, il faut dire aussi qu'ils n'aiment pas beaucoup les Tutsis, parce que ces derniers se montrent difficiles à convaincre, assez réfractaires à la religion catholique, à l'emprise des missions catholiques,
pour une première raison qui est que les missions prennent des terres et leur enlèvent des terres dont elles ont besoin, prennent de la main-d'œuvre pour travailler, pour défricher, et puis mettent en cause leur supériorité politique, si vous voulez. Donc il y a des antagonismes, et alors on verra se développer surtout dans l'environnement catholique, missionnaire, les pères blancs, essentiellement les pères blancs, toute une idéologie raciale, il faut bien l'appeler comme ça, raciale, qui est fondée sur les stéréotypes de l'époque, stéréotypes qui ont été conçus en Allemagne au début du siècle dernier. Il faut bien dire que ce sont ces stéréotypes-là aussi qui ont été utilisés lors du massacre des Juifs de l'Holocauste en Allemagne, parce que les Juifs aussi étaient considérés comme des gens venus d'ailleurs, qui avaient un phénotype différent, etc. Donc toute cette théorie qui a mené finalement à l'extermination des Juifs est celle-là même qui, bien plus tard, va décimer l'Afrique centrale également. Hmm. Donc, la Belgique était plus du côté des Hutus, pour toutes les raisons que vous avez commencé à évoquer. Est-ce que vous pouvez redire en 2 mots la différence entre Hutu et Tutsi? Oui, ben, il y a une différence visuelle, si vous voulez, c'est que euh, il y a les Tutsis sont grands, grands minces, et ce sont des pasteurs. Et alors là, on peut donner une explication. Des peuples de pasteurs partout dans le monde ont toujours une taille. Les bergers sont plus grands, ils ont une fonction matérielle, si vous voulez, différente. Ils sont plus grands, plus minces, ils contrôlent les troupeaux, et ils ont une autre allure que des paysans qui cultivent la terre et qui doivent développer une force physique d'un autre ordre que les bouviers, que les pasteurs. Ça, c'est une constatation générale. Et donc, là où il y avait simplement une différenciation d'occupation matérielle des pasteurs d'un côté, des cultivateurs de l'autre, les missionnaires, surtout les pères blancs, ont eu un regard qui se qualifie un peu de façon un peu prétentieuse d'anthropologique, en disant on est en face de deux races différentes, avec des origines différentes, des destins différents. Alors, à l'époque, le premier regard, c'était, et les uns, c'est-à-dire les Tutsis, sont plus intelligents, ce qui est absolument arbitraire de décréter qu'un groupe est plus intelligent que l'autre, ils sont plus intelligents, et donc eux vont dominer les autres, les petits, les trapus, ceux qui s'occupent de la terre. Et donc, on injecte une différence sociale au départ d'une différence occupationnelle, si vous voulez, et on a donc un rapport différent. Et dans un premier temps, il faut bien rappeler que les missions misent sur les Tutsis. Elles se disent, on va essayer de convertir la noblesse, de nouveau un critère européen. On va convertir la noblesse à la religion chrétienne. Ça ne se fait pas très facilement, mais finalement, en 1930, le Moimi accepte de se convertir, et puisque lui le fait, lui, il est le chef, il accepte de se convertir à la religion catholique, et il y aura un effet d'entraînement. Toute la cour, ce qu'on appelle la cour, va suivre, va donner l'exemple, et finalement, puisque les grands le font, les petits vont suivre, et tout le monde veut se faire baptiser. Et à l'époque, on racontera même que la religion catholique a un tellement grand succès qu'il faut baptiser les gens à la lance d'arrosage, parce qu'on ne peut pas faire de baptême individuel, donc on leur balance des jets d'eau parce qu'on fait des baptêmes collectifs. Alors la sincérité de ces baptêmes, on peut en douter, mais c'était plutôt un acte social pour montrer qu'on est les mêmes que les chefs, que les moimis. Mais les prêtres vont miser beaucoup sur les Hutus. Pourquoi? Parce que les Tutsis restent réticents, si vous voulez, à recevoir des ordres. Les Hutus sont des gens vigoureux qui travaillent la terre et qui deviennent une main-d'œuvre très appréciée par les missionnaires qui ont besoin de gens simplement pour construire leur mission, pour produire des briques, élever des murs, défricher la terre, commencer des cultures dont les missions ont besoin pour s'alimenter, pour s'implanter dans ces régions. Et donc, il y a à la fois une préférence matérielle pour les Hutus, mais aussi un dialogue, une sorte de respect pour les Tutsis, un dialogue qui va durer jusqu'à la fin des années 50. Et c'est là que les choses se compliquent, c'est que les Tutsis
qui, par la force des choses, ont été les élèves privilégiés, les seuls admis dans les écoles des missionnaires. Ils sont les seuls à recevoir une éducation, à avoir fréquenté les écoles des missionnaires, à apprendre à lire et écrire. Et donc, nécessairement, fin des années 50, ils prennent connaissance de la littérature qui circule à l'époque en Afrique. Ils prennent connaissance des mouvements d'émancipation qui secouent tous les pays de la région et qui réclament l'indépendance. Et évidemment, ils se demandent pourquoi eux devraient être sujets et obéir à l'autorité des Blancs, à l'autorité des Belges. Et une première revendication commence à apparaître aussi bien au Rwanda qu'au Burundi. Et à ce moment-là, on assiste à un revirement total, un changement d'alliance où le colonisateur dit mais les Tutsis sont entre guillemets ingrats, ils nous repoussent, ils veulent se diriger eux-mêmes et donc ceux qui étaient avant dociles, élégants, si bien élevés deviennent tout à coup des gens orgueilleux, hautains, etc. Ça devient une noblesse qui opprime son peuple. Et elle opprime qui? Ceux qu'on appelle à cette époque-là, le peuple manuel, travailleur, les Hutus. Ceux qu'on a fait travailler au service des Blancs, ce sont bien des Hutus, mais ce sont des Blancs aussi qui les ont mis au travail. Mais ça, on l'oublie. Et donc, il y a un revirement d'alliance où le pouvoir colonial mise sur ce qu'il appelle la majorité. Il faut aussi dire que à ce moment-là, la Belgique était influencée par ces théories que nous connaissons dans ce pays, théorie de la majorité. La majorité, c'est la démocratie. La majorité ethnique, on pourrait dire la majorité linguistique en Belgique, mais là c'était la majorité ethnique ou celle des apparences. Ce sont les Hutus, ils sont les plus nombreux, donc il faut céder le pouvoir aux Hutus. Et comme ça tombe bien, comme ils sont devenus nos amis et qu'ils se montrent plus dociles, la Belgique, au moment de l'indépendance, va soutenir le pouvoir du premier président Hutu, Kaibanda, qui sera après ça remplacé après 5 ans par Abiyarimana. Mais il y aura toujours cette question de légitimité qui va imprégner le Rwanda ou le Burundi, surtout le Rwanda, où les Hutus étant considérés comme plus nombreux, majoritaires, c'est le peuple majoritaire. Le peuple majoritaire a droit à exercer le pouvoir. Et pendant ce temps-là, donc dans les années 60, 61, 62, les Tutsis, qui sont de nouveau toujours considérés comme des étrangers venus d'ailleurs, des Nilotiques venus des régions du Nil, eh bien, ils sont chassés du pays, ils sont poussés vers l'Ouganda, vers le Zaïre, le Congo à l'époque, ils sont chassés du pays et ils vont devenir les premiers réfugiés d'Afrique. Hmm. C'est extrêmement intéressant. Et alors, pour faire une continuité à cela, en 1960, on a l'indépendance du Congo. Patrice Lumumba devient Premier ministre. Et en 1961, il est assassiné avec la complicité, avec une certaine complicité. Peut-être que dont vous allez nous dire un peu plus. Ensuite, on a l'indépendance du Rwanda en 1962 avec au pouvoir de Kayibanda, Hutu, comme vous venez de le dire. En 1965, c'est Mobutu qui prend le pouvoir au Congo par un coup d'État. Vous avez souvent évoqué l'impact de Patrice Lumumba. Selon vous, qu'a empêché son assassinat dans la construction d'un État congolais indépendant et souverain? Mais Patrice Lumumba c'était pas du tout un communiste, un révolutionnaire, comme l'avait dit la propagande belge de l'époque. C'était simplement un homme issu du peuple qui voulait libérer ses compatriotes, libérer son pays de ce qu'il appelait la tutelle coloniale. Et il n'a pas pensé ça dès le début. Au départ, il était très proche des Belges. Il voulait être ce qu'on appelait, allez, toujours le vocabulaire de l'époque, un évolué. Donc quelqu'un qui avait changé dans son mode de pensée, dans son mode d'expression, qui avait appris le langage des Belges, le langage du colonisateur, mais qui en 58-59 avait eu la possibilité de voyager et qui avait assisté à Accra au premier congrès panafricain. Et là, il a rencontré des leaders du continent, des leaders venus de toute l'Afrique, dont des gens qui étaient déjà chefs de gouvernement ou présidents de pays indépendants.
il a été frappé par la rhétorique, les discours de Kwame Nkrumah, de Sékou Touré, de leaders d'Afrique indépendants. Et évidemment, il s'est dit, mais pourquoi pas nous? Pourquoi le Congo lui-même ne pourrait-il pas s'émanciper de la tutelle belge et devenir un pays indépendant? Et donc, il a mené campagne pour se faire élire lors des premières élections de 1959, mais il a aussi mené campagne sur ce thème de l'émancipation, de l'égalité. Ça, et ces arguments ont marché. Évidemment, ils ont marché parce que les Congolais ne fréquentaient pas beaucoup les établissements d'enseignement supérieur, mais ils fréquentaient l'école primaire, ils avaient appris le français et surtout, il fallait pas leur expliquer longtemps qu'ils étaient dominés, qu'ils travaillaient au service des Blancs, que les salaires n'étaient pas les mêmes, que les maisons n'étaient pas les mêmes, que les Congolais vivaient dans des quartiers éloignés, que les Blancs vivaient dans des villas au centre-ville. Ce sont des choses, il ne faut pas être un grand génie pour expliquer cela aux gens. Tout le monde le sait. Au Congo, tout le monde le savait parce que c'est exactement la condition que tout le monde partageait. Donc, les arguments de Lumumba font mouche, pas parce qu'il était un grand orateur ou pas parce qu'il aurait été l'agent de Moscou, simplement, il disait aux gens la vérité de leur situation, chacun se reconnaissait dans ses discours, et lorsqu'il disait on exige plus de justice, plus d'égalité, plus d'éducation, etc., chacun retrouvait ce qu'il avait envie d'entendre, c'était une évidence. Et donc, à la surprise des Belges de l'époque, il a gagné les élections de 59, et donc ça a été l'interlocuteur obligé. Alors, la Belgique tout d'un coup s'est précipitée pour décréter l'indépendance. Et les plus vieux se rappellent que lors de la conférence de la table ronde au début de l'année 60, Lumumba n'était pas là. Il était en prison et on l'avait mis en prison au Congo parce qu'il faisait des discours qui étaient jugés subversifs par le pouvoir colonial. Et que ses compatriotes de différents partis se sont réunis à Bruxelles à la table ronde et ils ont dit on ne peut pas travailler, on ne peut pas commencer les travaux si Lumumba n'est pas là. Et le Belge, en dernière minute, ils ont dû le libérer, le faire sortir de prison, lui mettre un costume et arriver. Et alors lui, là, c'était un peu par le sens du symbole ou du geste fort. Il est arrivé en brandissant une main qui avait encore ses menottes pour dire voilà, je sors de prison, je vous rejoins. Mais tout ça parlait évidemment à l'imagination des Congolais parce que c'était la traduction réelle de la situation. Et donc, il a très vite pris le leadership de la conférence de la table ronde en exigeant des choses, en discutant avec les Belges. Puis les élections ont eu lieu et c'est lui qui les a remportées. Et il est très important de dire qu'il a mené campagne dans ce Congo, on disait que les gens réagissaient sur des bases tribalistes, régionales, ethniques. Lumumba a fait campagne dans l'ensemble du pays, ou en tout cas bien plus que dans la capitale, et il a été élu largement dans l'ensemble du pays. Donc, le message qu'il donnait à ses compatriotes a été reconnu comme un message d'émancipation au niveau national. Et donc, sa légitimité était évidente et les Belges ont essayé encore de tourner la chose. Ils ont dit non, mais il ne va pas être président, mais il va devenir Premier ministre. Donc on a créé le double pouvoir. Comme ça, on pouvait jouer sur l'un ou sur l'autre au cas où les choses tourneraient mal. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Hmm. Et justement, il a été assassiné en 1961. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus autour de ce que l'on sait autour de son assassinat? Mais de toute façon, Lumumba donc est élu Premier ministre, nommé Premier ministre, est l'homme à abattre, à mon avis, bien avant l'été 1960. On savait qui il était, on le jugeait subversif. Il n'a jamais été communiste, il n'a jamais voyagé en URSS, mais il avait un discours émancipateur de liberté, d'égalité sociale. Rien que ça suffisait à le faire désigner comme un ennemi par le pouvoir colonial. Et donc,
on arrive au 30 juin, il prononce le discours de l'indépendance, qui est un discours fondateur et qui dit comment les Congolais ont été traités, nous avons connu les inégalités, la chicote, etc. Il s'adresse à ses compatriotes et il leur dit, voilà la souffrance que nous avons connue et maintenant c'est fini. Il fallait qu'il tienne ce discours pour dire aux gens, les choses ont changé, maintenant nous sommes indépendants, alors que les Belges auraient eu envie de dire, avant l'indépendance égale après l'indépendance, vous étiez humilié, chicoté avant, vous le serez encore après. Donc lui ne dit pas ça, il dit non, quelque chose a changé. Et là, la population le comprend, l'écoute, le comprend, l'applaudit, mais pour les Belges, il signe son arrêt de mort de disparition. Et à partir du début juillet, tout sera mis en œuvre pour qu'il soit écarté du pouvoir. Et les choses sont, les mutineries éclatent dans l'armée, les Belges interviennent, finalement il est destitué, il sera un certain Joseph Désiré Mobutu, militaire qui a étudié en Belgique, qui a beaucoup d'amis dans la sûreté belge, dans les services de renseignement, dans l'armée belge, prend le pouvoir et Mobutu devient, alors qu'il est élu, il a été le premier ministre en titre, il est traqué dans son pays et finalement il sera traqué en septembre, on le pourchasse, il sera mis en prison et sa vie depuis septembre jusque janvier n'est qu'une traque de tentatives d'évasion. Il a une telle capacité de conviction de ceux qui l'écoutent qu'il retourne les militaires qui sont chargés de le garder. Il réussit à s'échapper. Il s'échappe. Il arrive à parcourir une longue distance à l'intérieur du Congo parce que dans les populations des villages où il va l'acclament en disant vous êtes le Premier ministre, vous êtes légitime. Donc les gens l'acclament et là il commet une erreur, c'est qu'il se laisse aller à faire des discours, à parler avec les gens et tout. Et pendant ce temps-là, l'armée de Mobutu le traque, le poursuit. Des avions belges essayent de le suivre. La CIA fait des photos aériennes. Donc c'est tout l'appareil répressif et militaire occidental, pas seulement congolais, mais occidental, qui essaie de le repérer, de le trouver. Et finalement, il sera arrêté. Je crois que c'était en décembre, il sera arrêté, emprisonné. Et finalement, en janvier, les Belges vont le transférer à Elisabethville, capitale du Katanga, ce qui équivaut à une condamnation à mort. Et que se passe-t-il en parallèle au Rwanda? Il y a des violences qui se passent entre 1959 et 62, sauf erreur. Oui, Est-ce que... mais Ouais. au Rwanda aussi, l'indépendance est proclamée et alors, mais là, on organise des élections. Donc en 59, déjà en 59 au Rwanda, les choses vacillent. Le Mwami qui devait se rendre à New York, le Mwami est destitué et la Belgique s'est choisie, si vous voulez, un relais qui lui convient, catholique Hmm. et ben, issu de la majorité ethnique, c'est-à-dire de la population qualifiée de Hutu, catholique, docile, intellectuel, enfin intellectuel, c'est un instituteur, Grégoire Kayibanda, qui va créer avec le soutien de la Belgique le parti Parmi Hutu, le parti pour l'émancipation du peuple Hutu. Toujours avec cette doctrine, les Hutus sont majoritaires, ils sont dominés par les Tutsis et on va émanciper les Hutus. Donc on est dans une situation différente où ce n'est pas la totalité, comme au Congo, la totalité du peuple qui veut s'émanciper de la tutelle coloniale, c'est une partie on a persuadé les Hutus qu'ils sont opprimés, non pas par les Belges sont les gentils, les missionnaires, etc., mais qu'ils sont opprimés par les Tutsis, la noblesse. Et donc là, on insère un clivage social dans la société rwandaise, sociale et ethnique. Et c'est ce qui va se passer. Donc l'indépendance est en 59 et en 61, il y aura des émeutes raciales au Rwanda. Et là, 300 000 Rwandais,
Tutsis seront expulsés du pays. C'est la mise en œuvre pratique d'une doctrine qui a été inculquée à la population, comme quoi les Tutsis seraient des étrangers. Je l'ai dit au début, des Nilotiques, des gens qui Hmm. viennent d'ailleurs, des Hamites, et qui doivent retrouver leurs frères en Éthiopie, leurs frères en Ouganda et ailleurs. Et donc, ils sont chassés du pays. 300 000 d'entre eux vont s'installer dans des camps de réfugiés en Ouganda, au Congo, et il y en aura au Burundi aussi. Et ce sont très vite, ils vont dire qu'ils sont les plus anciens réfugiés d'Afrique. Et le Rwanda connaît une indépendance, si vous voulez, ethniquement pure, où les Hutus sont les seuls dirigeants du pays. À l'intérieur, les Tutsis qui ne sont pas partis sont discriminés. On essaie de les freiner dans les écoles, de freiner leur ascension sociale, de freiner leur accès à l'éducation. Ils ne pourront pas avoir accès à l'éducation supérieure parce qu'on veut casser ce qu'on appelait à l'époque leur prédominance et promouvoir les pauvres, les Hutus qui sont les plus nombreux, etc. Et donc c'est une société qui se développe, de nouveau sur une base inégalitaire, mais inégalitaire inversée. Le pouvoir appartient aux Hutus, qui se disputent d'ailleurs entre eux, qui vont assassiner le premier président Kaibanda. Et en 65, c'est un militaire qui prend le pouvoir, qui est Abiyarimana, qui est considéré comme un relativement modéré. Mais c'est un homme fort, il contrôle l'armée Hutu, il a des relations dans l'armée belge, il a des amitiés en Belgique et il va rester au pouvoir jusqu'à la première guerre donc, du Rwanda en 1990. Hmm. Et parmi les gens qui sont partis dans les années 60, il n'y a pas un certain Paul Kagame? Voilà, alors, toute cette élite ou tous ceux qui le peuvent quittent le Rwanda. Et alors, on dira, à cette époque, ils sont chassés, ils ne sont pas tués. Les Hutus tuent quelques-uns d'entre eux, mais finalement, pas beaucoup. Ils sont chassés, priés de quitter le pays, de se réfugier dans les pays voisins et de retrouver leurs frères d'origine nilotique dans les pays voisins. La réalité, c'est qu'ils vivent dans des camps de réfugiés, dans des camps très pauvres, surtout en Ouganda, dans des conditions extrêmement difficiles. Et un certain monsieur Kagame, le père de Paul Kagame est un commerçant, c'est un Tutsi aisé, un commerçant, mais qui a des liens avec la monarchie. Donc on peut dire qu'il est un aristocrate, sauf qu'il n'a pas d'argent, qu'il n'a pas le statut social, mais on peut dire qu'il est apparenté, si vous voulez, à la monarchie. Il est d'extraction noble. Peu importe, il est pauvre, il doit quitter le pays. Et Paul Kagame, le fils, avec ses frères et sœurs, atterrissent dans un camp de réfugiés en Ouganda, où là, ils vivent très pauvrement, sous les dépendants des Nations Unies, des rations alimentaires, d'une structure de camps de réfugiés, comme on les connaît. Et ils n'ont pas beaucoup de possibilités. Et le jeune Paul Kagame vit très pauvrement parce que son père a été déchu de sa profession. C'était un commerçant aisé, mais il a tout perdu pendant l'exode. Et donc, la famille n'est pas riche. Il y a quelques familles Tutsi riches qui ont réussi à passer la frontière, mais la famille de Kagame n'est pas riche. Et donc, il vit dans un camp de réfugiés. Il se lie d'amitié avec celui qui va diriger la rébellion. Son nom m'échappe maintenant, enfin, ça va revenir. Et avec un petit groupe, et il commence à réfléchir, dit on devrait un jour retourner au Rwanda. Mais les temps ne sont pas mûrs et dans les médias, il préfère s'engager dans l'armée ougandaise où il rencontre un autre jeune militaire et ambitieux qui s'appelle Yoweri Museveni, qui appartient lui aussi à un groupe ethnique minoritaire de l'Ouganda, un groupe minoritaire qui s'oppose à quelqu'un dont tout le monde se souvient encore, qui est le dictateur Idi Amin Dada, qui est une caricature
caricatures de dictateurs africains. Et donc, Museveni crée une armée avec des Ougandais qui sont des gens du Sud, qui veulent s'opposer à Idi Amin Dada, et il recrute ces jeunes Rwandais qui sont dans les écoles, qui sont frustrés, qui voudraient un jour rentrer dans leur pays, mais ce n'est pas possible. Il les recrute dans l'armée ougandaise, et ces jeunes Rwandais qui se révèlent être d'excellents combattants vont se battre à côté des troupes de Museveni, libérer certaines régions, et finalement, ils seront les artisans de la victoire de Museveni en 1965. Museveni devient, je crois, 65 ou 68, ça je ne sais plus. Museveni devient président de l'Ouganda, et puis évidemment, il veut devenir président de tout l'Ouganda, de toutes les ethnies ougandaises. Et les Ougandais lui reprochent de s'appuyer sur des étrangers, c'est-à-dire les Tutsis rwandais. Il lui dit, mais vous êtes président, on veut bien que vous soyez président de l'Ouganda, mais vous devez vous séparer de ces gens qui vous ont aidé à prendre le pouvoir, qui sont des étrangers. Et donc, il y a un malaise. Et c'est à ce moment-là que Paul Kagame, Fouet Rwigema, reste, il devient commandant qui était l'ami et le compagnon d'armes de Paul Kagame. Fouet Rwigema, extrêmement populaire, devient commandant en chef de l'armée de l'Ouganda, et Paul Kagame est envoyé en formation aux États-Unis. Avant cela, il a voyagé, il est allé à Cuba où il a reçu une formation militaire, mais ça, les Américains, on ne s'en vante pas auprès des Américains. Toujours est-il qu'il reçoit une bourse pour aller aux États-Unis, une école à Fort Leavenworth, où on crée une école d'élite. Ben, il n'y restera pas très longtemps, il est là depuis 2 mois, que ses compagnons ouvrent les hostilités, la guerre éclate à la frontière entre le Rwanda et l'Ouganda, le Front patriotique rwandais qui s'est constitué en Ouganda, qui a été rejoint par des jeunes Tutsis qui vivaient au Burundi, qui vivaient au Congo. Donc il y a un groupe de jeunes gens qui veulent rentrer dans leur pays, ouvre les hostilités, et là, Fred Rwigema, qui est extrêmement populaire en Ouganda, mais aussi même à l'intérieur du Rwanda parmi les troupes, il est tué au premier ou au deuxième jour de la guerre, et on ne saura jamais très bien dans quelles circonstances, et certains disent que ce serait un officier français. Les Français tout de suite se portent au service d'Aberimana, et on dit que ce serait des militaires français qui auraient tiré sur les rangs du Front patriotique et abattu le chef qui avait été imprudent en se portant au premier rang de ses troupes, et donc il était extrêmement vulnérable, il a été abattu, il disparaît. Et à ce moment-là, le Front patriotique est complètement démantibulé, abattu par la disparition de son chef, et Paul Kagame, qui est aux États-Unis à ce moment-là, rassemble ses affaires, et en quelques heures, il choisit de revenir au Rwanda. Il revient en Ouganda et il reprend la tête des troupes. Il était le numéro 2 à côté de Fred Rwigema, et il reprend avec d'autres, c'est un petit groupe dirigeant, ils reprennent le contrôle des opérations. D'abord reconstituer le mouvement rebelle, le transformer dans les montagnes, en faire une armée déterminée, et préparer la vraie guerre qui va commencer, qui va durer jusqu'en 74, jusqu'en 1994, l'année du génocide. Voilà. Et en parallèle, Mobutu prend le pouvoir en 65 au Congo, par un coup d'État, vous nous avez déjà expliqué avant. Il restera au pouvoir 3 décennies. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce passage? Abiyarimana. Mobutu. Ah, Mobutu. Mais oui, Mobutu, il est déjà là. Il est déjà là en 1960. Il est l'ami des Belges. Il a étudié en Belgique. Il a même suivi des cours à la Maison de la Presse à Bruxelles. Il a de bons amis en Belgique, notamment dans les milieux de la sécurité, de la sûreté de l'État et du renseignement. Voilà. Donc c'est vraiment un ami des Belges. Mais il se lie d'amitié aussi avec Patrice Lumumba. Donc c'est un peu, il a un double jeu, Hmm. si vous voulez. Et donc Hmm. il assiste à l'indépendance, il assiste au grand discours de Lumumba, et puis il entend ses amis belges militaires qui disent ça c'est insupportable, Lumumba doit partir, on ne peut pas tolérer quelqu'un qui aurait insulté
consulter, comme on dit, le roi Baudouin qui était présent. Donc, il faut qu'il perde le pouvoir. Et là, Mobutu, tout de suite, offre ses bons services parce il est militaire, il est intelligent, il a étudié quand même un peu en Belgique et il offre ses bons services. Et Mobutu est destitué et pardon, Lumumba est destitué et Mobutu prend le pouvoir. Il ne gardera pas très longtemps, mais assez pour mener la guerre parce que le Congo éclate, des révoltes militaires éclatent dans tout le pays. Tous ces soldats frustrés du temps de la colonisation sont frustrés parce que le général belge Janssens leur dit ah, et avant la colonisation égale après la colonisation. Ça veut dire avant la colonisation, vous aviez un salaire de misère, vous garderez le même salaire, vous deviez obéir et vous taire, ce sera la même chose après. Il a quand même l'imprudence de dire ça aux soldats congolais qui pensaient qu'avec l'indépendance, leurs conditions de vie allaient s'améliorer, ils allaient bénéficier d'un peu plus de respect et de meilleures conditions de vie. Et le général belge dit non, non, après l'indépendance, ce sera exactement la même chose qu'avant. Qu'est-ce qu'ils font les militaires? Ils se révoltent. C'est la révolte de l'armée début juillet. Et là, Mobutu intervient avec les Belges. Ils vont mater cette révolte militaire. Et donc, Mobutu deviendra déjà à ce moment-là l'homme fort du Congo, l'homme fort qui va traquer Lumumba, qui va le repérer, ils vont s'en saisir, ils vont l'envoyer au Katanga. Et finalement, à la demande expresse des Belges, Lumumba sera envoyé au Katanga et là, il sera mis à mort de la manière que l'on sait. Finalement, on a un Mobutu qui au début a été très soutenu par l'Occident, a été bien vu en Occident, enfin, par ses parents. Et puis Habyarimana, c'est la même chose. Il a été perçu comme un partenaire exemplaire par les Belges, puis par les Français. Jusqu'au génocide, le temps avance, on arrive au génocide des années 90-94. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus de contexte par rapport au génocide au Rwanda? Mais oui, c'est-à-dire que les choses ont changé en Occident. Il faut se rappeler que la guerre froide se termine. On arrive à la fin des années 80, la guerre froide se termine. Donc l'Occident n'a plus besoin de chefs d'État qui sont un rempart contre l'influence communiste, contre les Russes éventuellement. Donc finalement, Habyarimana a fait son temps, ça fait 30 ans qu'il est là. Mobutu, lui ne le sait pas, mais il est fini. Et à la fin des années 80, son temps est terminé. Les Américains ont décidé que c'était fini, que la période avait changé sur le plan politique, changé aussi sur le plan économique. L'heure est à la libéralisation. Elle n'est plus à l'homme fort, elle n'est plus à l'économie dirigée, à l'économie autoritaire. Et c'est l'ajustement structurel. Il faut faire des économies, il faut réduire les budgets de l'éducation, les budgets sociaux. Les temps ont changé. Et donc, ces dirigeants-là ne sont plus dans le mood, si vous voulez, de l'époque. Et c'est aussi, l'époque est aussi à la démocratisation, aux élections libres, au pluralisme politique, à l'apparition de partis politiques. Et évidemment, il renacle, Mobutu renacle, il est contré, il y a des manifestations, et finalement, il décrète le multipartisme en 91, mais il sera fortement affaibli, mais il restera quand même encore au pouvoir. Par contre, au Rwanda, ils ne sont pas confrontés à une demande de multipartisme, ils sont confrontés à la guerre. C'est la guerre qui éclate aux frontières du Rwanda et cette guerre va contribuer à disloquer le pouvoir dominant. Le pouvoir dominant, je le rappelle, ce sont des Hutus, c'est une élite Hutu, c'est un groupe militaire, politique, économique qui contrôle tous les rouages économiques du pays qui a quand même, il faut le dire, relativement bien dirigé le pays pendant les premières années, mais qui, dans les années 80, a sombré dans la corruption, le désordre, ce qu'on appelait à l'époque mal développement, la corruption avec le soutien d'amis étrangers, dont des Belges, on va pas y revenir. Mais donc, le pouvoir n'est plus aussi légitime. Il y a du mécontentement social à l'intérieur du Rwanda. Et c'est à ce moment-là que le Front patriotique, depuis la frontière ougandaise, engage les hostilités. Et donc,
cette période de guerre, d'hostilité, vont contribuer à désagréger le groupe dirigeant au Rwanda. Parce que la pression occidentale est très forte, elle s'exerce de la même façon sur tous les pays. Il faut démocratiser, il faut ouvrir le régime, il faut faire place, dans le cas du Rwanda, il faut faire place aux demandes des Tutsis, mais aux yeux du pouvoir dirigeant Hutu, ces Tutsis qui ont commencé la guerre, ce sont des assaillants, ce sont des rebelles, ils n'ont aucune légitimité. Et à l'intérieur du pays, cette population Tutsi qui a été discriminée depuis les années 60, les enfants n'avaient pas accès à l'école, l'emploi était discriminé au niveau de l'emploi, discriminé socialement, parfois en but à des violences de la part des Hutus. Évidemment, les Tutsis, eux, regardent avec beaucoup d'espoir cette guerre qui commence et se disent que peut-être ce mouvement Tutsi qui se bat à la frontière va un jour triompher et il est libéré de l'humiliation et de la discrimination dont ils sont victimes. Et cet espoir fait que aussi que le pouvoir Hutu se dit, ces Tutsis de l'intérieur, ce sont peut-être des traîtres. Leurs enfants vont combattre avec le Front patriotique. Leurs enfants partent en Ouganda dans les rangs de l'armée. Donc les enfants vont combattre notre armée nationale. Et donc il y a une suspicion qui se crée. Déjà, il y a des différences sociales, des différences de relations, mais cette guerre va évidemment aggraver les relations entre les deux groupes, entre les Hutus et les Tutsis. Et alors, en avançant dans le temps, en 1993, sous la pression des Européens, de la Belgique certainement, des accords sont conclus à Arusha en Tanzanie, un accord qui porte sur le partage du pouvoir. C'est un accord obligé. On a tordu la main du pouvoir Hutu pour qu'il accepte de partager le pouvoir. Mais ça crée d'abord une grande inquiétude parce que ces gens ils sont quand même assez mal à l'aise, ils savent qu'ils sont pas très efficients, qu'ils sont corrompus, qu'ils sont enrichis, qu'il y a des problèmes sociaux qui se posent. Il faut aussi dire qu'il y a le sida qui est très répandu et qui crée un malaise au sein de la population. Donc ils ne sont pas très sûrs d'eux et ils ont la crainte, toujours cette crainte atavique que les Tutsis sont plus malins, plus formés, plus intelligents et que les Tutsis, s'ils partagent le pouvoir avec eux, en quelques mois, vont les retourner et vont les destituer de ce pouvoir. Il y a comme un soupçon sur leur légitimité propre, si vous voulez. Et donc, ce pouvoir se durcit, et c'est alors qu'au sein du pouvoir autour du président, ses beaux-frères, les frères de sa femme, cette espèce d'élite politique et financière autour se dit jamais on ne va céder le pouvoir parce que si on fait des compromis, on va être balayé. Et donc l'arme qu'ils imaginent, ce n'est pas une arme militaire qui se gère sur le champ de bataille, c'est l'arme absolue. Nous allons exterminer, faire disparaître les Tutsis de l'intérieur. Et ça sera ce qu'on pourrait appeler une arme de dissuasion massive. Et je me souviendrai toujours qu'en Belgique, quelques jours après le début du génocide, il y avait une réunion en Belgique qui mettait en place des réfugiés Tutsis, des réfugiés Hutus, et que quelqu'un qui parlait au nom des Hutus a écrit sur un tableau noir cette équation mortelle: arrêtez la guerre, nous arrêterons les massacres. Ça veut dire que les massacres avaient commencé pour arrêter la guerre, arrêter les négociations et rétablir le pouvoir Hutu comme il était. Et cette guerre ne s'est pas terminée, elle a duré 3 mois et elle s'est terminée par la victoire du FPR, du Front patriotique et des Tutsis, et par l'extermination d'1 million de citoyens rwandais. La France, entre-temps, a augmenté son influence au Rwanda et l'accusé d'avoir soutenu un régime qui est devenu extrémiste. À vos yeux, jusqu'où va sa responsabilité dans ce drame? De qui? À la France, de la France. La France. Mais Oui. la France a soutenu le président Mitterrand avait une conception des rapports qui dataient des années 60. Et pour lui, dans sa conception à lui, le peuple majoritaire sur le plan ethnique était nécessairement le peuple qui allait
incarner la démocratie. C'est une démocratie majoritaire. Et donc, ceux qui mettaient en cause cette démocratie majoritaire étaient des rebelles, des illégaux, des gens qu'il fallait combattre. Ils n'étaient pas légitimes. Même si ces réfugiés Tutsis voulaient rentrer dans leur pays, participer au pouvoir, à mon sens, c'est tout à fait légitime. Mais Mitterrand, non. Donc Mitterrand, il y avait cette conception-là, un peu ancienne, mais qui était ancrée en lui. Il y avait aussi le fait qui paraît marginal, mais qui était important aux yeux de la France, c'est que les Tutsis du Front patriotique avaient évidemment grandi dans les camps de réfugiés en Ouganda, s'exprimaient en anglais, puisqu'ils avaient appris l'anglais, ils s'exprimaient en Kinyarwanda, leur langue nationale, ben, ils s'exprimaient évidemment dans la langue de l'Ouganda, qui était l'anglais, et le président Mitterrand considérait que le Rwanda était francophone, même si une grande partie de la population parlait le Kinyarwanda et pas le français, mais que le Rwanda faisait partie de la francophonie, la zone d'influence française qu'il fallait défendre contre ce qu'il appelait à l'époque l'emprise des anglo-saxons. Et d'où tout de suite la décision de Paris d'envoyer des troupes pour soutenir le régime à Biarimana et engager les hostilités contre ces rebelles du Front patriotique. En 96, on a la première guerre, là on passe du Rwanda. En 96, on a la première guerre du Congo avec l'invasion par le Rwanda et l'Ouganda. Joseph Kabila était déjà présent dans cette guerre-là. Vous pouvez nous en dire un peu plus de ce déplacement du conflit au Congo, avec la première guerre du Congo? Attendez, répétez un peu la question, j'entends pas bien. Euh, je sais que le massacre au Rwanda, on a le conflit qui se déplace au Congo en 94 et 97 avec l'invasion par le Rwanda et l'Ouganda. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport à cette exportation du conflit? Voilà. Alors donc, le génocide des Tutsis qui fera 1 million de morts, le génocide des Tutsis dure 3 mois. À la fin du génocide, le Front patriotique s'empare de Kigali et s'empare du pouvoir, et les Hutus, parmi lesquels beaucoup d'assassins, des militaires, des miliciens, les Interamwe, mais aussi de simples civils qui ont massacré leurs voisins, prennent peur. Ils ont peur de représailles, de la vengeance, d'un pouvoir militaire qui arrive à Kigali, et ils décident de fuir. Ils partent vers les pays voisins, vers la Tanzanie, vers le Burundi, pas tellement, l'Ouganda non plus, parce que c'est pas un pouvoir qui leur est sympathique, mais ils partent surtout vers le grand pays voisin qui est le Zaïre de Mobutu et vers le nord et le sud Kivu. Et il faut quand même bien dire que les Français déploient dans le sud du Rwanda une force turquoise, une opération qu'on va appeler l'opération turquoise, qui est une opération militaire qui a pour but initial de soutenir le pouvoir Hutu et d'empêcher le Front patriotique rwandais de s'emparer de Kigali. Ça, c'est le but premier de l'opération turquoise qui part avec des avions, des armes, des troupes de combat. Mais comme l'opinion internationale est évidemment informée de la réalité de l'horreur du génocide, finalement, il y a un revirement de l'opinion internationale où on ne comprend pas que la France se porte au secours de gens qui commettent un génocide. Et donc, il y a un débat intérieur qui s'opère en France où finalement les ordres donnés aux militaires changent. Ils ne sont plus de dire empêcher le FPR d'arriver jusque Kigali, mais repliez-vous sur une zone ce qu'on appellera zone turquoise au sud-ouest du Rwanda, où les Français se replient et au fond accueillent tous ceux qui fuient la victoire du FPR. Et donc, des sols, on voit arriver des militaires, des miliciens, des paysans, des femmes, des enfants, des civils qui refluent massivement vers cette zone contrôlée par les Français jusque fin août 94. Le mandat de la force turquoise se termine fin août, les Français doivent partir. Et à ce moment-là, les Français diront à tous ces gens qui se sont massés dans la zone turquoise et qui ne veulent pas être tombés sous l'emprise politique du FPR, les Français leur disent la sortie, c'est au Kivu voisin, c'est dans le pays voisin, le Zaïre. Au même moment, il y a un débat à Kinshasa, il y a un débat.
le président Mobutu, qui est ami des Français, ami du président Mitterrand, ami du président rwandais Habyarimana, le président Mobutu veut qu'on accueille cet outil. Il veut qu'on accueille l'armée française qui encadre les réfugiés, on encadre les humanitaires, lui pousse pour qu'on les encadre, qu'on les installe au Kivu. Son premier ministre, Kengu Wadondo, qui est d'origine rwandaise, qui est Tutsi d'origine rwandaise, se rend compte du danger. Et lui, le refuse. Il dit au président, non, c'est pas possible, on ne peut pas empêcher qu'ils viennent, mais on doit les délocaliser, on doit les installer loin de la frontière, là où ils ne vont pas représenter de menace pour le Rwanda. Rien n'y fait. Comment peut-on déplacer 1,5 million, 2,5 millions de réfugiés, de civils qui arrivent en masse? Qui va donner les avions? Qui va donner les transports? Enfin, c'est matériellement impossible de faire bouger ces gens, de les pousser à des centaines de kilomètres. Et donc, avec le soutien de l'armée française qui permet le fait qu'ils traversent la frontière, qu'ils s'installent en sécurité, avec le soutien relatif de l'armée de Mobutu et avec l'aide matérielle énorme d'ONG du monde entier, de l'aide internationale, ces réfugiés se déploient sur la frontière du Kivu en territoire de ce qui deviendra le Congo, en territoire zaïrois. Donc c'est une opération humanitaire, mais aussi politique. Elle n'est pas dépourvue d'arrière-pensée. On installe ces réfugiés massivement sur la frontière, mais il ne s'agit pas d'une opération humanitaire. En réalité, très vite, on va découvrir que dans les camps, les forces politiques rwandaises se sont reconstituées. Les anciens chefs de village qui ont pris la fuite contrôlent toujours les habitants de leur village. Les anciens chefs politiques et militaires ont reconstitué leur autorité et des humanitaires, notamment Médecins sans frontières, vont constater que dans les camps de réfugiés où ils aident les réfugiés sur le plan humanitaire, leur donnant des vêtements, de la nourriture, des soins médicaux, existent aussi des camps d'entraînement pour des militaires, des réfugiés, des garçons en âge de combattre qui sont là, qui reçoivent un entraînement militaire pour faire quoi? Préparer quoi? La prochaine guerre et c'est-à-dire la revanche, le retour au Rwanda. Et donc, dans ces camps, ce n'est pas une opération humanitaire, c'est une opération politique et militaire qui a le soutien de la France, qui bénéficie d'une certaine hypocrisie des Nations Unies sous la pression de la France au Conseil de sécurité. Et au fond, c'est la guerre suivante qui se prépare et qui sera contrée, cassée nette par l'offensive qui sera la première guerre du Congo, qui va porter la guerre au Kivu et qui va finalement mener 95, 96, qui va mener ce mouvement rebelle jusqu'à Kinshasa, jusqu'à renverser le pouvoir de Mobutu. Donc, Laurent Désiré Kabila tue le pouvoir. C'est la chute de Mobutu en 95 ou 97. En 98, il y a déjà la deuxième guerre du Congo. Il y a une rupture entre Kabila et ses alliés du Rwandais. Euh, comment expliquer, euh, comment expliquer cette rupture? Est-ce que Laurent Désiré Kabila n'avait pas vu arriver cette rupture-là, ou est-ce que c'est plutôt ces alliés rwandais qui se sont retournés et qui n'étaient pas contents du comportement de Laurent Désiré Kabila? Comment expliquer cette rupture et puis cette deuxième guerre du Congo, qui finalement entraînait un nombre de morts qui a été finalement le conflit le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale? Mais c'est très simple. Lorsque la guerre a commencé, c'était au Congo, au Zaïre à l'époque, la population était d'accord. Laurent Désiré Kabila était connu, c'est un ancien rebelle qui avait un maquis sur la frontière de la Tanzanie et qui dit, moi je vais aller à Kinshasa, je vais chasser Mobutu. Il y avait une forte contestation dans l'ensemble du pays contre la dictature de Mobutu qui durait depuis les années 65. Il y avait une forte contestation, surtout au Kivu. Et donc, les gens étaient d'accord, les Congolais étaient d'accord avec cette guerre. On appelait les rebelles de l'AFDL, Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, on les appelait les libérateurs. Mais très vite, l'opinion a commencé à changer, les Congolais se sont posés des questions, parce que les libérateurs
commettait des massacres. Bien sûr, il poussait les réfugiés à rentrer au Rwanda, mais il commettait aussi des massacres de réfugiés de grande envergure. Et il commettait aussi des massacres de Congolais soupçonnés d'être en bons termes avec les Hutus. Et donc, cette avancée à l'intérieur du Congo était brutale. C'était une guerre contre l'armée de Mobutu, une guerre contre des miliciens Hutus qui essaient de s'opposer à leur avancée. C'était aussi une guerre très cruelle à l'égard des villageois congolais et qui a été émaillée de massacres. Les Congolais n'avaient jamais vu ça depuis 65, ils n'avaient plus vu cela. Et donc, ces lieux de massacre, Tingi-Tingi, Kisangani, Boiro, il y a toute cette avancée de l'Alliance pour la pour AFDL, des forces démocratiques pour la libération du Congo, cette avancée a été émaillée de massacres de populations civiles, de réfugiés qui étaient traqués dans les forêts du Congo. Et là, les Congolais qui ont vu cela, ben, au minimum, ils se posaient des questions. Ils se disaient peut-être que Laurent Désiré Kabila est un libérateur, il va chasser Mobutu. Mais ces troupes se comportent très mal tout le long du chemin. Et donc, cette ambiguïté va continuer jusqu'à Kinshasa. Kabila va arriver et lui, il va très vite se proclamer président de la République démocratique du Congo. Apparemment, ça n'était pas le plan initial. Le plan initial, c'est qu'il soit un chef militaire, qu'il soit l'alibi, la couverture congolaise d'une opération menée par le Rwanda, par l'Ouganda, avec des alliés dans la région, pour installer à Kinshasa un pouvoir qui serait essentiellement favorable à Kigali, pas belligérant, et qui permette aux troupes de Kigali de contrôler le Congo. Et là, on revient déjà presque dans le schéma Hmm. d'aujourd'hui, qui était d'installer à Kinshasa un pouvoir ami de Kigali avec des troupes qui contrôlent la frontière et qui contrôlent la frontière, c'est-à-dire le nord et le sud Kivu. Pourquoi? Pour la bloquer, pour faire barrage à un retour éventuel de ces réfugiés Hutus qui n'ont pas perdu l'envie de revenir au Rwanda et de faire une revanche, si vous voulez, la troisième manche de la bataille. Et donc, il y a cette obsession sécuritaire du Rwanda qui est présente depuis cette première guerre du Congo de la FDL et qui explique les dissensions entre Kabila et ses alliés rwandais. Il y a l'obsession sécuritaire, il y a aussi, et ça on le distinguera beaucoup plus tard, il y a aussi le désir matériel de se servir, entre guillemets, de se servir sur la bête et de se servir sur les ressources du Congo qui sont importantes, les ressources minières, mais on voit aussi très vite que les soldats rwandais du temps de la FDL emportent des biens matériels. Moi, je me rappelle très bien que à Kigali, on voit circuler des voitures qui ont été volées ou emportées depuis le Kivu, qui ont encore la plaque zaïroise de l'époque et butin de guerre. Ces armées se crée un butin de guerre qui sera ramené au Rwanda, le Rwanda qui est exempt, qui est épuisé par le génocide, qui doit se reconstruire. Ceux qui le peuvent ramènent des ressources qui viennent du pays voisin pour les aider, eux, à se Hmm. refaire une santé économique et aussi pour aider le Rwanda à se reconstruire. Donc il y a les deux, sécuritaire et économique, c'est omniprésent depuis le début. Hmm. Et donc, à la fin de la Deuxième Guerre du Congo, Laurent Kabila est assassiné, son fils Joseph prend le pouvoir, s'enfuit, donc on a la fin de la guerre en 2023 avec un gouvernement de transition et de réunification. En 2006, on a l'élection RDC, son fils Joseph Kabila est élu. Donc, comme on va avancer, j'avance un petit peu. En 2002, il y a une première apparition du M23 dans le Kivu. C'est quoi le M23? Parce qu'on en entend beaucoup parler. C'est quoi le M23?
Mais il y a une succession de mouvements rebelles. Donc, Laurent Désiré Kabila est assassiné en 2001. Son fils Joseph prend le pouvoir et il essaie, ce n'est pas facile, de réunifier le pays. Il le réunifie. Il intègre dans son armée les mouvements rebelles, dont des Tutsis qui ont combattu dans les rangs des Rwandais. Mais le Rwanda veut toujours avoir au Congo des militaires qui lui obéissent et qui garantissent, si vous voulez, la sécurité à la frontière, qui contrôlent cette zone frontalière pour empêcher les infiltrations d'éléments rebelles. Et donc, ces groupes armés qui sont toujours présents sur la frontière sont évidemment qualifiés par les Congolais de rebelles. Il y aura Laurent Nkunda, il y aura Bosco Taganda, il y en aura toute une série avec des noms divers pour la libération enfin, toutes sortes de noms divers, mais l'objectif sera toujours le même, utiliser le Kivu pour faire une zone tampon et protectrice du Rwanda. Alors, on arrive au M23, il est lui aussi composé de Tutsis congolais qui recrutent des jeunes parmi des communautés d'origine rwandaise au Congo et aussi peut-être il est aidé par des éléments de l'armée rwandaise qu'on ne peut pas distinguer des Tutsis congolais. Enfin, il y a des éléments de l'armée rwandaise et ça, c'est l'objet d'une polémique éternelle entre Kigali et Kinshasa. Kinshasa assure que des éléments de l'armée rwandaise combattent au sein de ces mouvements rebelles et Kigali le nie contre toute évidence parce que des observateurs, des étrangers qui sont là les voient évoluer et c'est dénoncé. Mais c'est une constante, ces mouvements rebelles proches du Rwanda sont toujours composés en partie d'éléments de l'armée rwandaise, reçoivent le soutien militaire, les armes, les uniformes, etc., du Rwanda, et ils se battent, l'argumentation est toujours la même, ils se battent pour les droits des Tutsis congolais qui vivent au nord et au sud Kivu et qui seraient discriminés. Alors c'est un peu la poule et l'œuf, si vous voulez. Les Tutsis congolais seraient discriminés, ils ne le sont pas nécessairement, mais si la population croient qu'ils sont des rebelles potentiels, qu'ils sont des complices de ces militaires qui reviennent régulièrement, qui portent la guerre chez eux, bah, ils seront mal vus par les populations. Seront-ils discriminés? Oui et non, enfin, il y a des victimes, il y a des actes d'hostilité, c'est évident. Donc, c'est un peu l'argument de la poule et l'œuf qui a commencé, qui a continué. C'est très complexe. Et donc, en tout cas, il y a une volonté de contrôle de l'Est du Rwanda. Et alors, l'élément nouveau, quand même, qui se présente depuis une dizaine d'années, c'est la découverte de minerais qui ont une forte valeur sur le marché international parce qu'ils entrent dans la composition des équipements électroniques. C'est le colombo-tantalite au sud Kivu, c'est le niobium, c'est le lithium du côté de Manono, le cobalt aussi, le cobalt au nord Kivu. Ce sont des gisements très importants et le Rwanda va toujours dire qu'il commence à exporter ces minerais précieux, ce qui est bon pour sa balance des paiements, pour la reconstruction du Rwanda. Ça va permettre la reconstruction du Rwanda et l'argument sera toujours de dire que ces minerais existent aussi au Rwanda, que les veines de gisement ne s'arrêtent pas à la frontière, qu'elles existent au Rwanda. Ben, il est évident, si on regarde la carte, que le Rwanda est tout petit. Il y a peut-être des veines qui ont des minerais au Rwanda, sauf qu'elles ont déjà été exploitées du temps des Belges. Là, il y avait des sociétés minières, là, la Somirois, Société des mines du Rwanda, qui exportait déjà ces minerais au Rwanda. Mais les veines, si vous voulez, elles vont des deux côtés de la frontière et donc elles se prolongent évidemment sur le territoire congolais qui est beaucoup plus vaste, qui est beaucoup plus profond. Et donc il y a l'exploitation des minerais au Congo et leur sortie se fait via le Rwanda. Et lorsque le minerai arrive de l'autre côté au Rwanda, le Rwanda a créé des fonderies, des établissements où on transforme ce minerai qui vient du Congo. À Kigali, il y a une zone franche et on voit dans cette zone franche des gens qui arrivent en moto, des petites motos, et sur à l'arrière de ces motos, il y a des paquets bien emballés
Kigali qui viennent directement des sites miniers congolais qui arrivent à Kigali. Et là, c'est revendu, acheté, et là, c'est transformé par les Rwandais dans de beaux emballages bien propres, bien présentables, avec le cachet Made in Rwanda, exportation rwandaise. Et ça, c'est le fond du problème qu'on dit l'essentiel de notre minerai du Kivu par le Rwanda. Le Rwanda dit on le trouve dans des mines qui se trouvent à l'intérieur du Rwanda, ça nous appartient, on met le cachet Made in Rwanda et l'Europe a un accord stratégique avec le Rwanda pour sécuriser son approvisionnement en matières premières et en fermant les yeux sur l'origine réelle de ces minerais. Voilà. Hmm. Alors, on arrive à la fin de l'interview. Je voulais juste vous poser encore deux petites questions. Donc, on a la première, comme vous l'expliquez, donc on a la première apparition du M23 en 2012, on a un premier accord de cessez-le-feu en 2014, on a Félix Tshisekedi élu président au Congo, c'est la première alternance pacifique. On a une réactivation du M23 en 2021. En 2024, on a une escalade militaire au Nord Kivu, une offensive majeure du M23. Finalement, selon vous, est-ce qu'un accord de paix durable entre Kigali et Kinshasa vous semble-t-il encore possible et sous quelles conditions? Ah, je crois que le premier accord n'a pas été respecté parce qu'il n'y avait pas une autorité forte pour l'imposer. Donc, il y a eu un accord qui était politique et économique. Le M23 ne se déploie pas militairement au Nord Kivu et il y a une fonderie. On va transformer le Rwanda et le Congo vont transformer ensemble le minerai, l'exporter ensemble et partager les bénéfices. Les accords n'ont pas été respectés. Les militaires rwandais sont revenus où les rebelles ont repris leurs activités. L'accord a été refusé finalement. Le président Tshisekedi, dans son deuxième mandat, celui qu'il exerce maintenant, a refusé d'appliquer cet accord. La population congolaise n'était pas non plus très chaude pour l'appliquer parce qu'elle disait mais ce sont des minerais qui nous reviennent, c'est notre richesse à nous qui sort par le Rwanda. Donc les gens n'étaient pas particulièrement enthousiastes pour appliquer cet accord. Toujours est-il qu'il n'a pas été appliqué, qu'il a été contourné, que le Congo a essayé d'exporter ses minerais par l'Ouganda en contournant le Rwanda. Le Rwanda s'est senti exclu, roulé, les accords n'ont pas été mis en œuvre. Il avait prévenu, il a dit les accords ne sont pas mis en œuvre, quelque chose va se passer. Et à ça s'est ajouté aussi l'argument de sécurité. Le Rwanda a accusé Kinshasa de flirter, d'avoir des relations coupables, dangereuses avec les génocidaires. Ce sont évidemment pas les gens qui ont commis le génocide en 74. Ce n'est pas 30 ans après les mêmes types qui ont repris les armes, ce sont leurs enfants. Mais c'est vrai que dans ces camps de réfugiés, il y avait une idéologie génocidaire. Il est vrai qu'il y a de jeunes Hutus qui vivent maintenant au Congo. Ils ont 20 ans, mais ils ont grandi dans cette idéologie de ramener la guerre au Rwanda, de prendre une revanche et de rétablir le pouvoir Hutu de leur père. Donc ce danger n'est pas illusoire. Et donc cet argument-là de Rwanda peut se comprendre. On peut le contrer en disant, si vous avez un accord de bonne foi avec Kinshasa, c'est l'armée congolaise elle-même qui va sécuriser sa frontière, qui va neutraliser ces groupes. Mais la confiance ne règne pas. Et le Rwanda dit non, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. C'est notre armée qui va s'installer au Kivu sous couvert d'un mouvement rebelle, le M23, composé de Tutsis congolais et qui va sécuriser la frontière. Et à ça s'ajoute aussi un argument que les Tutsis congolais qui sont nés au Congo, avec toutes ces guerres qui se sont succédées, ne se sentaient pas en sécurité. Les jeunes se sont fait embaucher, si vous voulez, dans ces mouvements rebelles, ils ont combattu et donc ils ont vécu eux aussi comme des réfugiés en Rwanda, en Ouganda, et que eux aussi maintenant veulent rentrer dans leur pays. Et c'est la revendication du M23 qui dit, nous avons 100 000. Qui peut donner le chiffre exact? Je ne suis pas sûre qu'il n'ait pas été exagéré, mais il est vrai qu'il y a des réfugiés
Tutsis congolais qui vivent au Rwanda et qui expriment ce désir de rentrer chez eux et de s'installer dans les collines, là où des Hutus rwandais ont pris la place depuis 30 ans. Donc il y a une espèce de chassé-croisé pour le moment de population dans le nord Kivu qui est conquis par le M23, un chassé-croisé qui s'accompagne de massacres, d'exactions, enfin de tout le catalogue de la souffrance que l'on peut imaginer. Et ma dernière question, c'est la suivante. Euh, Finalement, les pays occidentaux, que ce soit la Belgique, la France ou les États-Unis, ont une influence importante, un impact important depuis des dizaines d'années. Donc, vous l'avez rapidement aussi évoqué, mais c'est vrai qu'après les colonisations, par exemple, il y a eu des grands prix du FMI, de la Banque mondiale, pour faire de ce qu'on appelle des élections blanches, donc des grands projets comme des grands barrages qui finalement n'ont pas abouti. C'était endetté, par exemple, le Congo. En contrepartie de cette dette, ben, certains pays ont un accès privilégié aux ressources. Ils ont dû, ils ont peut-être laissé aussi des bases militaires. Ils ont donné leur voix à l'ONU, etc., etc. Donc, effectivement, on voit tout au fil du temps l'impact de l'Occident. Quel serait, selon vous, le comportement que devrait avoir aujourd'hui la France, la Belgique et les États-Unis envers le Congo et le Rwanda? Mais je crois que ils ont le conflit dure aussi parce qu'il y a une certaine indifférence internationale. Ce n'est pas un conflit de premier plan comme Hmm. l'Ukraine, comme Gaza. Il vient ça fait des années qu'il dure et les souffrances de ces populations laissent malheureusement l'Occident relativement indifférent. Ce qui compte, c'est l'accès aux minerais. C'est faire un pacte avec celui qui a accès à ces minerais, c'est-à-dire le Rwanda. Et même l'Europe a conclu des partenariats stratégiques avec le Rwanda. Il y a des accords avec la France aussi. Voilà. Donc il y a un certain cynisme qui prévaut, où le sort des populations congolaises paraît lointaine, où on essaie de dire que c'est trop compliqué, que les conflits sont trop compliqués, que c'est impossible à expliquer. Et comme ça, quand on s'abstient d'expliquer, on s'abstient de comprendre et on profite de la situation qui dure. Donc c'est un conflit qui n'est pas oublié du tout, qui a fait des millions de morts, mais les matières premières dont nous avons besoin dans nos smartphones, dans nos ordinateurs, dans tous nos équipements informatiques, viennent bien et bien du Congo. Elles ont été achetées à bas prix, puisque c'est le fruit du pillage, et que les vies humaines, on ne cite jamais le nombre exact de morts, parce que on fait semblant de croire que les vies humaines n'ont pas beaucoup d'importance dans cette région du monde. Il y a une indifférence coupable de la communauté internationale qui s'apparente à de la complicité. On détourne les yeux d'un pillage à ciel ouvert, un pillage qui bénéficie aux pays industrialisés. Cette interview a été réalisée en mai 2025. À la lumière des événements récents, nous vous proposons en complément la lecture de l'article Rwanda RD Congo, le deal à la Trump, publié le 4 juillet 2025 sur l'excellent site Afrique 21 et signé par Colette Brackman, que nous remercions chaleureusement pour cette interview et pour le partage généreux de ses connaissances précieuses. Voici l'article. Enfin un succès. Tous satisfaits, fiers d'eux-mêmes et confiants dans l'avenir. La signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda a été réalisée avec la bénédiction de Donald Trump, qui a salué la performance de Massad Boulos, le beau-père de sa fille Tiffany. Le président des États-Unis, qui convoite toujours le prix Nobel de la paix, a parrainé cet accord longtemps jugé impossible. Il devrait déboucher sur l'arrêt des hostilités et la prise en compte des revendications de chacun, à savoir le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et la neutralisation des groupes hostiles au régime de Kigali. Ces forces démocratiques pour la libération du Rwanda, composées de descendants des génocidaires Hutus de 1994, est toujours présentée comme une menace par Kigali. Les États-Unis devraient trouver leur compte dans ce deal à la Trump. Kinshasa a fait miroiter l'accès à des ressources minières encore non exploitées, dont le lithium de Manono et le coltan du Nord Kivu. Il a été rappelé que le corridor de Lobito, un chemin de fer en construction doublé d'une route, devrait permettre d'exporter vers l'Atlantique la production minière du Katanga et de l'Est de la RD Congo. S'ajoutant à l'arrivée d'entreprises états-uniennes dans les provinces
minière, ce nouvel axe commercial aurait pour objectif de briser le monopole chinois sur les matières stratégiques actuellement exportées via l'océan Indien. Homme d'affaires avisé et controversé, Donald Trump semble avoir préféré le grossiste congolais qui lui faisait des prix d'amis au détaillant rwandais qui depuis des années conditionne et revend des matières premières notoirement extraites chez son voisin, puis conditionnées dans les fonderies de Kigali. Le deal a brutalement rappelé une réalité que vient encore de souligner le dernier rapport des experts de l'ONU. Le président Paul Kagame considère l'Est de la RD Congo comme une zone conquise. Au vu de cette évidence qui n'avait pas empêché l'Union européenne de conclure avec Kigali un partenariat stratégique sur les matières premières, le Rwanda s'est vu prier de retirer des troupes dont le président Paul Kagame avait juré qu'elles ne s'y trouvaient pas. Une compensation de taille a cependant été accordée à Kigali. Outre la gestion conjointe des parcs nationaux, c'est au départ du Rwanda que les minerais de la RD Congo continueraient à être traités et exportés. Autrement dit, c'est à l'étranger que serait engrangée la plus-value des ressources minières congolaises à laquelle s'ajouterait la manne touristique. L'exportation de minerais à l'état brut rappelle le pacte colonial d'autrefois, lorsque le cuivre et l'uranium étaient extraits du Katanga pour être traités en Belgique. En outre, aujourd'hui, comme au siècle dernier, aucune compensation n'a été envisagée pour les victimes congolaises, les quelques 7 000 civils tués depuis la conquête de Goma en janvier et les 7 millions de déplacés depuis le retour du M23 qui ne peuvent même plus compter sur le soutien de l'USAID. Si les États-Unis ont forcé tout le monde à jouer carte sur table en gardant pour eux les meilleurs atouts, les deux protagonistes poursuivront-ils dans cette voie? Le président congolais, Félix Tshisekedi, se félicite du succès diplomatique engrangé par sa ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, dont le talent a fait bouger les lignes. Mais la réalité a d'autres facettes. Les Hutus rwandais, au sein des FDLR, et leurs voisins burundais font plus que collaborer avec l'armée congolaise, souvent défaillante. Ils se portent en première ligne contre leur éternel adversaire, les combattants Tutsis soutenus par Kigali. En outre, le président congolais, qui souhaiterait prolonger son mandat au-delà de 2028, a besoin d'un succès diplomatique à son actif et les apparences d'un accord pourraient lui suffire. Quant au M23, ce mouvement armé composé de Tutsis congolais, formé à l'école rwandaise, l'accord se contente de renvoyer les protagonistes vers les négociateurs habituels à Doha, au Qatar, voire à Luanda, en Angola, à condition que le président angolais Joao Lourenço ne soit pas échaudé d'avoir été tenu à l'écart. Malgré quelques remarques désobligeantes de Donald Trump, aucune mesure contraignante ne semble avoir été prise à l'encontre du mouvement rebelle M23 qui gère les territoires conquis avec la brutalité d'une force d'occupation. Depuis Bukavu, Goma, Masisi, Calais, loin des joutes diplomatiques, un seul cri nous parvient. Et nous maintenant, qu'allons-nous devenir? Nous sommes privés de tout, nos interlocuteurs précisent. Dans les quartiers de Goma et de Bukavu, ils, les membres du M23, multiplient les rafles, abattent des suspects en pleine rue. Les hommes du M23 procèdent à des échanges de population, ramenant au Rwanda des groupes de Hutus présents depuis 1994, installant des Tutsis venant du Rwanda et présentés comme d'anciens réfugiés jadis chassés de leurs terres. Ils ajoutent: l'économie n'a pas redémarré, car les banques sont toujours bloquées par Kinshasa, tandis que les nouveaux venus se sont emparés d'outils économiques. L'usine de thé de Calais, dans le sud Kivu, a été démantelée et relocalisée à Goma. L'école dite du cinquantenaire, censée former de futurs pilotes ou contrôleurs aériens, a été pillée avec méthode et son matériel a traversé la frontière. Les stocks de cobalt de Roubaïa, l'une des plus grandes mines du pays, ont été siphonnés à Walikale. Le pillage a pu être stoppé car les propriétaires de la mine étaient états-uniens. Fin de citation. Autrement dit, même si certains éléments du M23 peuvent faire valoir leur légitimité, d'anciens réfugiés désireux de regagner des terres congolaises dont ils avaient été chassés du temps de Mobutu Sese Seko ou alors de l'arrivée des réfugiés Hutus après le génocide des Tutsis. Leur comportement suscite un ressentiment inspiré par la réalité quotidienne. Alors qu'il rêvait de regagner Kinshasa un jour, Corneille Nangaa, à la tête de l'Alliance Fleuve Congo, et même Joseph Kabila, qui a multiplié les consultations en zone occupée, risquent d'être considérés comme des collaborateurs des forces d'occupation. Face à la brutalité des faits, seuls les représentants des églises, catholiques, protestantes et de réveil, croient encore qu'une autre réalité demeure possible. S'entretenant avec tous les acteurs, ils maintiennent la pression.
Près de 65 ans après l'assassinat de Patrice Lumumba en janvier 1961, il préconise une solution congolaise, c'est-à-dire un pacte social issu des dialogues qui se noueront au niveau des paroisses, des églises et des temples afin de définir à la base les conditions du vivre ensemble. Jusqu'à présent, le principal atout de ces religieux, c'est que leur autorité morale demeure incontestée à travers le pays et qu'ils sont portés par la foi plus que par l'opportunisme et les appétits d'ordre économique. Fin d'article. Nous ajoutons encore un article de RFI du 19 juillet 2025. Est de la RDC, Kinshasa et la FCM M23 signent une déclaration de principe pour parvenir à un accord de cessez-le-feu. Après de 3 mois de discussions directes au Qatar, le gouvernement congolais et le mouvement rebelle AFC M23 ont signé ce jeudi 19 juillet à Doha une déclaration de principe posant les bases d'un futur accord de paix. Ce texte, conclu sous l'égide des autorités qatariennes, marque une avancée dans les efforts de médiation entamés ces derniers mois. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du ministre qatarien des Affaires étrangères à Doha. Le texte signé par la FCM 23 à Kinshasa a été obtenu après plus de 3 mois de discussion sous la médiation qatarienne et prévoit, selon les sources de RFI, la mise en place d'un mécanisme pour un cessez-le-feu permanent, un plan pour restaurer l'autorité de l'État dans l'est du pays une fois la paix conclue et un accord de négociation pour les prochaines étapes. Cette déclaration de principe arrive 3 semaines après la signature d'un accord de paix entre le Rwanda et la RDC à Washington le 27 juin dernier. Les parties s'engagent à respecter leur accord en faveur d'un cessez-le-feu permanent, indique une déclaration de principe signée à Doha par les parties du conflit après 3 mois de discussions dans l'Émirat du Golfe. Le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, salue une étape clé vers l'accord de paix. De son côté, le président de la Commission de l'Union africaine, Mahamoud Ali Youssouf a salué par le biais d'un communiqué une avancée significative qui marque une étape majeure dans les efforts déployés pour instaurer une paix, une sécurité, une stabilité durable dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. L'AFC M23, qui s'est emparé de vastes zones riches en minerais dans l'est de la RDC lors d'une offensive éclair en janvier et en février, avait insisté pour négocier son propre accord de cessez-le-feu avec Kinshasa après que son allié rwandais a signé un accord de paix à Washington le mai dernier. Merci d'avoir suivi cette interview et cette lecture d'article.